que je vois un nom, c'est Richard. Ah, N'hésitez pas à ouvrir votre caméra, c'est tellement plus agréable de se voir. Moi, ça m'évite de parler devant des carrés noirs. C'est tellement plus intéressant. Alors, je vous invite à le faire si ça vous convient bien. Alors, vous avez des questions, des commentaires, vous les faites au fur et à mesure. Cette présentation, elle est pour vous. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, la première partie de la conférence, je vais vous expliquer d'où vient le stress, quels sont les enjeux, les impacts, etc. Dans la deuxième partie, on verra qu'est-ce qui vous stresse, vous, particulièrement en tant que proche aidant. Puis on verra ensuite les outils de gestion. Ça vous va? Alors, de toutes les façons, je fais des blocs de 2-3 minutes d'information, puis je m'arrête régulièrement pour vérifier si vous avez des questions, des commentaires. N'hésitez pas. Alors, le principal objet de stress qui nous guette aujourd'hui est d'ordre émotionnel. Alors, dans le monde occidental, dans nos sociétés, le stress émotionnel est le plus grand fléau, je dirais. Il est à la source de bien des maux, MOTS et MAUX. Et à mon avis, je pense que les principales sources de stress, j'en ai identifié 4 qui englobent toutes les autres sources de stress émotionnel. Eh bien, ce sont les PPPP. Paraître, plaire, produire et performer. Et ce concept peut s'appliquer à toutes les sphères de la vie, hein, au niveau personnel, professionnel, social, dans notre rôle d'époux, de parents, de proches aidants, etc. Et ce sont ces PPPP qui génèrent de l'anxiété, de la démotivation, l'épuisement, la dépression, les troubles de comportement, les douleurs, les maladies, les conflits interpersonnels, entre autres. Alors, bien sûr, il y a le stress de survie qui, lui, est tout à fait, est très important et nécessaire. Là, je vous parle du stress qui est de source émotionnelle. C'est que notre vie n'est pas en danger. Ce que l'on craint est d'un autre ordre, un ordre émotionnel. Et ça, j'y reviendrai également. Questions, commentaires jusqu'ici? Alors, vous aurez probablement remarqué que la peur de l'inconnu et de la nouveauté, l'insécurité qui engendre le besoin de contrôler, l'évitement de la souffrance, la peur de l'échec, le besoin d'être reconnu, apprécié et valorisé, tout ça nous maintient dans un état de stress plus ou moins intense. Hein? Et ce stress, à la longue, finit par créer des dommages importants au niveau physiologique particulièrement. Alors, le stress intense qui se prolonge sur une longue période et de façon continue peut nous affecter au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc, regardons au niveau physique, biologique, organique, quelques-uns des troubles qui sont associés au stress émotionnel. Problèmes cardiovasculaires, digestifs, intestinaux, rénaux, respiratoires, maux de tête, affaiblissement du système immunitaire, dérèglement hormonal, maux de dos, désordre alimentaire, asthme, ulcères, obésité, insomnie, diabète, troubles du sommeil, fatigue chronique et maladies inflammatoires, entre autres. Alors, les maladies inflammatoires, c'est-à-dire toutes les maladies dont le nom se termine en IT, ITE, parce qu'en latin, IT signifie le feu. Hein? Donc, des maladies, des problèmes en IT
qui parle du feu, qui est possiblement de la colère. Hein? Alors, bursite, tendinite, qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, j'ai toute une liste dans la tête, je ne les ai pas, mais en tout cas, tout ce qui finit en it, ça va? Alors, maintenant, ça, c'est au niveau physiologique. Au niveau émotionnel et comportemental, voici quelques-uns des troubles qui sont associés à trop de stress. Alors, l'anxiété, hein? L'anxiété, l'angoisse et la dépression, qui sont parmi les grands troubles de notre époque. La tristesse, l'impatience, l'irritabilité, l'agressivité, hypersensibilité, pessimisme, colère, apathie, intolérance, compulsion, hyperactivité ou hyperpassivité et tout ce qui est troubles cognitifs, mémoire, attention, concentration, apprentissage. Bon, là, il va sans dire que si vous traversez une période particulièrement difficile qui vous stresse, il est normal d'avoir ce type de symptômes, autant physiques qu'émotionnels et comportementaux. Ça peut être passager. C'est lorsque ça perdure pendant plusieurs mois que là, c'est important de prendre ça en considération puis d'observer ces symptômes pour réaliser que là, le niveau de stress est trop élevé. On n'arrive plus à gérer notre vie, à s'auto-gérer. Questions, commentaires? Alors, comme je le mentionnais, il y a deux types de stress. Hein? Le stress de survie, qu'on appelle le stress absolu, réel, si on veut, et le stress émotionnel, qui est relatif et illusoire. Je vous explique. Voici des exemples. Bon, exemple de danger réel, un danger de survie, un stress de survie, un danger absolu. Vous êtes sur la route, vous risquez d'avoir un accident. Votre cerveau étant là pour vous protéger et vous maintenir en vie le plus possible, bien sûr qu'il va s'organiser pour susciter un grand stress qui va vous donner les réflexes assez rapides pour tourner le volant, freiner, etc. Hein, il en est de même si vous traversez la rue et qu'une voiture risque de vous frapper, ça va faire le même principe, le même état pour vous permettre de courir assez rapidement dans un sens ou dans l'autre. Alors, reportons-nous à il y a 200 000 ans, à l'époque de l'Homo sapiens, l'homme des cavernes, les dinosaures, les dragons et tout. À l'époque, il faut comprendre que ces gens-là vivaient sous une petite hutte. Donc, ils étaient totalement vulnérables à toutes ces bêtes monstrueuses qui les entouraient. Donc, c'était normal qu'ils soient un petit peu toujours en état de stress de survie, n'est-ce pas? Alors maintenant, danger réel, ça peut être, vous venez d'apprendre que vous avez une maladie grave. C'est une logique qu'il y a du stress parce que là, votre vie est relativement menacée. C'est un stress de survie tout à fait normal. Les grands deuils, alors ça peut être suite au décès d'un proche ou perdre votre maison pour une raison X ou devoir la quitter. Je veux dire, une perte d'argent significative qui vous met dans l'embarras. Hein? Tout ce qui est en lien avec votre survie. Alors, je ne sais pas, vous demeurez au deuxième étage et là, vous voulez secouer votre tapis sur le balcon et dans un élan d'enthousiasme, vous passez proche de passer par-dessus la rambarde. Le stress de survie va faire que ça va vous donner assez de force pour vous rattraper, assez de force dans les longs muscles, les jambes et les bras. Ça va? Alors, maintenant, un exemple de danger émotionnel, c'est-à-dire relatif, potentiel, peut-être même illusoire. Le fait est que ma vie n'est pas réellement en danger. C'est plutôt la peur de ne pas réussir quelque chose, peur d'être en conflit, peur de la confrontation,
Peur du rejet, de déplaire, d'être critiqué, jugé, de ne pas être compris, entendu, respecté, considéré, apprécié. Alors, vous voyez, c'est vraiment autre chose, là. Et toutes ces peurs sont en lien avec les 7 besoins fondamentaux de l'être humain dont je vous parlerai tantôt. Donc, le stress vient toujours d'une peur, hein? Peur parce que ma vie est en danger ou peur parce que je crains tout ce que je viens de vous nommer au niveau personnel, au niveau de l'estime de soi. Alors, ce sont 2 choses complètement différentes. Le problème est que même lorsque ma vie n'est pas réellement en danger, mais que moi, j'ai peur de la critique, peur de déplaire, peur du rejet, ben, tout l'organisme provoque le même déséquilibre biologique durant quelques minutes ou quelques heures, malheureusement, parce qu'à la longue, c'est ça qui peut nous rendre malades. Questions, commentaires? Alors, en état de stress, il y a d'abord la phase d'alarme, la phase de résistance, puis la phase de décontraction. Donc, la phase d'alarme, c'est se rendre compte du danger, un danger réel. Réagir efficacement, c'est-à-dire attaquer ou fuir, symboliquement ou physiquement. Se calmer et continuer à vivre normalement. C'est ainsi que nous devrions gérer le stress, qui est un début, un milieu, une fin en quelques minutes, sinon en quelques heures, pas en quelques mois, en quelques années. Alors, je vous donne un exemple. Alors, une dame part travailler le matin. Elle est en voiture, dans le trafic, et puis à un moment donné, une voiture qui risque de frapper la sienne. Donc, c'est sûr qu'elle est en état de stress, sa survie est menacée. Ça, c'est tout à fait normal. Et la personne continue, se rend, qu'on fait le reste de la route, mais en état de grand stress, d'hypervigilance, de danger. Donc, c'est évidemment, elle arrive au travail, elle est déjà épuisée de ça. Et durant la matinée, elle n'arrive pas à se concentrer, elle ne fait que raconter l'épisode à ses collègues. À l'heure du dîner, ben là, elle s'arrange pour manger avec des personnes à qui elle n'a pas raconté ce qui s'est passé, même si finalement, il n'y a rien arrivé. Et après le dîner, bon, elle arrive à se concentrer un petit peu, à travailler, mais lorsqu'elle reprend la route pour retourner chez elle, elle est dans le passé. Elle n'est pas du tout ici maintenant. Elle est dans l'expérience qu'elle a vécue avec la peur que ça se reproduise. Donc, son mental est focalisé sur le passé et craint le futur. Donc, elle n'est pas en pouvoir, elle est juste en réaction. Puis là, elle arrive à la maison, bien sûr qu'elle raconte ça à son mari, ses enfants, elle a de la misère à manger. Après le souper, elle regarde un peu de télé, elle finit par oublier. Quand elle se couche, elle s'endort avec ça, mais le lendemain matin, quand elle se lève, elle se dit « Oh mon Dieu, il faut que je reprenne la route ». Voyez-vous, 24 heures de stress inutile. D'après vous, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée pour ne pas traîner ça 24 heures? Ben moi, je pense qu'elle aurait dû aussitôt trouver un endroit pour se stationner, respirer, revenir dans le présent, hein, parce que ça, c'était il y a quelques secondes, c'est déjà le passé, c'est déjà plus réel. Réaliser qu'elle n'a rien, et par chance, sa voiture non plus, mais l'important, c'est elle. Respirer, respirer, revenir dans la réalité, que tout est correct. Puis une fois calmé, quitte à arriver en retard au travail, repartir. Sa journée, son 24 heures aurait été tout autre. Mais là, pendant 24 heures, tout son système était prêt à parer à l'ennemi alors qu'il n'y en avait pas et j'arrive à tous les effets nuisibles d'un stress suivi qui perdure. Questions, commentaires?
Alors, donc, durant une forte réaction au stress, le cerveau est envahi de substances chimiques qui perturbent son fonctionnement temporairement. Alors, le cortex préfrontal, qui est le siège de la pensée, du jugement, de l'analyse, de la mémoire, de la concentration et de la réflexion, se met en veille. On n'y a plus accès. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on perd momentanément la faculté d'envisager clairement les solutions adéquates. Et c'est justement à ce moment-là qu'on en aurait besoin pour ne pas rester en état de stress. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus accès à ça? Parce que le cerveau commande au sang, à toutes les terminaisons nerveuses, aux organes digestifs, au sang qu'il y a dans la peau, de se retirer pour laisser toute la force aux longs membres, les bras, pour attaquer le dinosaure ou fuir le dragon, comme c'était il y a 200 000 ans. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, dans notre environnement relativement sécure, c'est rare que quand on sort de chez soi, on se retrouve face à un mammouth sur notre balcon. Surtout que maintenant, avec les films, c'est mammouth, c'est devenu cute. Mais en voir un réellement, je ne suis pas sûre qu'on serait confortable. Alors, c'est rare que notre vie est vraiment menacée. Donc, ce système-là de stress se génère avec le temps beaucoup de dommages dont je vais vous parler. Et si je vous parle de tous les dommages, c'est pour un petit peu pour frapper votre imaginaire, pour qu'il y ait une partie de l'information qui reste et que ça vous fasse prendre conscience lorsque vous êtes en état de stress. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ma vie est en danger? Donc, dès que nous percevons, dès que nous nous croyons en danger, que ce soit réel ou non, qu'il y a vraiment un danger, quelqu'un qui veut nous attaquer ou autre, ou non, c'est-à-dire, ça peut être simplement « oh, peur de ne pas être apprécié », notre cerveau commence à transmettre des messages à tous nos systèmes, ainsi qu'à sécréter des hormones qui nous mettent en état d'alerte maximale. Vous aurez remarqué, c'est là que le cœur bat plus vite, que la tension artérielle grimpe. Et comme je le mentionnais, le sang se détourne de la peau et des organes digestifs au profit des grands muscles. Alors, je le répète, tout ceci nous permet d'avoir les bras assez forts et les jambes assez rapides pour fuir, alors qu'on n'a pas besoin de ça lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un puis qu'on tente de mettre ça au clair. Alors, par contre, quand on est vraiment, il y a vraiment un danger spontané qui se présente, c'est là que ça nous donne les réflexes pour réagir. Questions, commentaires? OK. Quand je dis les bras et les jambes assez fortes, là, je ne sais pas si si c'est une légende urbaine et si elle s'est rendue jusqu'en Gaspésie, mais je me souviens quand j'étais jeune, il y a très longtemps, il se racontait que une dame traversait la rue avec son jeune enfant qui lui aurait laissé la main, serait mis à courir et qu'une voiture l'aurait frappé. En fait, la voiture n'a pas frappé, elle a freiné à temps, mais l'enfant s'est tout de même retrouvé sous la voiture, pas sous les roues, heureusement, et que la mère, dans un état de stress, de survie, aurait soulevé la voiture. Et je le croirais. Ce qu'on ne ferait pas en temps normal. Mais c'est pour vous montrer la force, la puissance que peut générer le stress. Alors, quand c'est approprié, c'est merveilleux. Quand ça ne l'est pas, c'est assez dur sur le système, n'est-ce pas? Questions, commentaires?
Merci, Jacinthe. C'est très intéressant jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Tant mieux. Alors, je vais mettre ça ici. Bon. 2 parties de l'organisme déclenchent la réaction au stress. Le système nerveux sympathique et les glandes surrénales. Les glandes surrénales vont aussitôt s'emballer, aussitôt que je me crois en danger. Le cerveau va commander aux glandes surrénales de se mettre à cracher du cortisol qui stagnera dans l'organisme durant des heures, même quand il n'y aura plus de danger. Donc, si vos journées sont ponctuées de nombreux épisodes de stress, ben, ça implique que votre système nerveux sympathique s'active souvent, ce qui finit par l'épuiser, et que vos glandes surrénales sécrètent une grande dose de cortisol constamment, ce qui fait que votre organisme n'a pas le temps de l'évacuer entre chacune des crises. Et c'est ça qui finit par nous plonger dans un état de stress chronique. Alors, ces glandes-là, si le cortisol sécrété par les glandes surrénales est bénéfique pour nous aider à réagir rapidement en cas de danger réel, il devient tout de même toxique lorsque le stress perdure plus de quelques heures. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait 3 phrases. Prendre conscience du danger, réagir, respirer, se calmer et revenir à l'état normal. Parce que sinon, la cortisol qui reste dans le corps durant des heures devient toxique. Et cette toxicité-là, j'ai créé de l'acidité dans le corps et il est prouvé que la majorité des maladies proviennent de cette toxicité, de cette acidité. D'ailleurs, hein, on peut observer que, en tout cas, moi, j'ai déjà observé pour avoir accompagné quelqu'un à l'urgence qui avait des douleurs énormes au ventre, puis je connais cette personne-là, je le savais ce qu'elle vivait, puis je savais que c'était du stress, pas de survie. Mais la personne est inquiète, alors je l'ai accompagnée et vous savez comment c'est, je ne sais pas dans votre coin, mais ici, c'est 12 heures d'attente de tests et tout pour s'apercevoir que la personne n'avait rien au niveau physiologique. Et c'est là que le médecin lui a demandé s'il vivait du stress. Et de plus en plus, heureusement, les médecins allument sur ce fait-là. D'ailleurs, c'était durant la nuit, on est arrivé là peut-être vers 10 heures jusqu'au lendemain matin, et durant la nuit, j'ai vu quelques personnes âgées arriver en ambulance, seules, c'est-à-dire pas accompagnées par un proche. Fait que moi, je me disais, oh my God, la personne, elle va vraiment mal, il y a un problème, elle arrive en ambulance. Et là, qu'est-ce qui arrivait? Une fois passé au triage, il n'y avait rien de grave, ils les installent sur une petite chaise, puis ils les oublient là pour la nuit. En tout cas, à Montréal et les environs, ça se passe malheureusement comme ça. Et moi, j'observais la personne, puis je me disais, mon Dieu, pourquoi il la laisse toute seule? Puis je les observais, puis je voyais que finalement, plus les heures passaient, plus ils étaient calmes, détendus, elles étaient bien. Fait que j'allais les voir. Moi, je n'étais pas malade, fait que je pouvais m'occuper d'eux autres. Avez-vous besoin d'une petite couverture, un verre d'eau, un café? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Puis, je suis psychothérapeute, mais sans leur dire, on dirait qu'ils le sentaient. Là, ils se mettaient à me parler de ce qu'ils vivaient. Et là, j'ai compris que c'était l'angoisse, l'anxiété, de se retrouver seul, isolé, peur qu'il arrive quelque chose, personne pour prendre soin d'eux. Et ça créait une pression qui donnait peut-être la sensation d'un problème cardiaque ou autre. La panique s'installe. Mais une fois rendu à l'hôpital avec papa médecin, maman infirmière, puis frère, sœur malade, ils se retrouvaient en famille, en sécurité, et il n'y avait plus de malaise. C'est intéressant, hein? Peut-être avez-vous déjà observé ça? Questions, commentaires?
Donc, quand tu as un problème au niveau d'une douleur, d'une sensation, d'un malaise ou d'une maladie, comme je le mentionne durant la conférence sur le sens de la maladie, c'est toujours intéressant de se questionner à qu'est-ce que je vis en ce moment qui peut créer ça. Parce qu'à ce moment-là, j'ai le pouvoir de gérer ça. Et très souvent, les symptômes vont s'atténuer, parfois même disparaître. Questions, commentaires? Alors, le stress et la dépression sont régis par la même hormone, la corticolibérine. On vit dans un monde particulièrement agité, dans un siècle assez un siècle où la vie est stressante, les gens sont stressés et il y a de plus en plus de personnes en dépression, en burn-out, épuisement professionnel. Moi, ça fait plus de 20 ans que je reçois des gens en consultation individuelle, en psychothérapie, depuis 1 an et demi, en virtuel, bien sûr, pas à mon bureau. Et j'observe ça, de plus en plus de personnes en état de dépression médicamentée et tout. Donc, je me suis intéressée à ce phénomène-là. Et moi, dans le mot dépression, j'y ai vu, une petite seconde, j'ai mes affiches. Je ne sais pas si vous voyez bien, décompression. Donc, à mon avis, la dépression est là pour nous indiquer qu'une décompression est nécessaire. Certains peuvent l'appeler, peuvent dire que c'est une maladie, c'en est peut-être une dans le sens où le mal a dit. Le problème tente de me dire quelque chose. Je pense que la dépression est un mal qui tente de me dire que là, il y a une décompression nécessaire à faire. Alors, pensez à, je sais pas, une petite fusible dans la boîte électrique qui saute. Pourquoi est-ce qu'elle saute? Qu'est-ce qu'elle veut nous indiquer? Que là, il y a une surcharge et que si on n'en prend pas soin, c'est la maison qui va sauter, n'est-ce pas? Bien, pour moi, la dépression, c'est la même chose. Mon cerveau m'indique que là, il y a une surcharge de stress qu'il ne peut plus gérer parce que son niveau est dépassé. Hein? Le cerveau, ça reste quand même physique, biologique, là, c'est-à-dire limité. Hein? Alors, le cerveau est là pour nous garder en vie le plus possible. Cela dit, quand le niveau de stress dépasse ses capacités à le gérer, ben, le cerveau, en surstress, tombe en détresse. Et là, c'est grave parce que là, il n'est plus en mesure de nous gérer. Donc, la dépression est une décompression nécessaire. Autant on va changer la petite fusible et faire attention, voir ce qui est en surcharge, autant nous avons, en tant qu'être humain, besoin de changer certaines façons, que ce soit des habitudes, de régler des problèmes qui nous stressent, mais il y a quelque chose à changer, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ça que la dépression veut nous indiquer. Donc, c'est plutôt positif. La dépression est une alliée, c'est un message assez clair de nous permettant de voir où est-ce qu'on ne prend pas soin de soi réellement. Qu'en dites-vous? J'aimerais savoir votre avis là-dessus. Alors, je vous donne un exemple d'un client que j'ai eu en consultation qui me racontait que il y a plusieurs années, sa femme et lui attendaient un deuxième enfant. Ils venaient d'acheter une maison plus grande, mais finalement, il fallait qu'il travaille, qu'il cumule 2 emplois en même temps parce que la mère était en congé de maternité, les frais de la nouvelle maison, l'enfant qui s'en vient. Donc, il travaillait, il faisait 2 emplois par jour et il était
brûlé, épuisé. Et quand il partait à 4 heures du matin, il se disait, en voiture, il disait, mon Dieu, si je pouvais dormir 6 mois, si je pouvais dormir 6 mois, bang, un accident de voiture. Il n'y a pas une égratignure. Il est dans le coma. Dans le coma, combien de temps? 6 mois. Alors, il s'est reposé. Formidable. Mais sa femme a accouché toute seule. Ils étaient en train de perdre la maison, puis elle a vécu un stress, un enfer pas croyable, 6 mois ne sachant pas si elle allait retrouver son mari. Donc, c'est elle qui s'est retrouvée en mauvaise posture. Fait que voyez-vous, le cerveau a trouvé une solution pour qu'il se repose. Au lieu que, bon, peut-être ils réduisent les dépenses, je ne sais pas, mais qu'ils organisent leur vie autrement pour ne pas se surcharger de responsabilités et donc de stress. Qu'en dites-vous? Vous pouvez parler, là. Tantôt, je vous disais de ne pas ouvrir vos micros, mais c'est juste que si vous avez des questions, des commentaires, c'est le fun d'échanger. Gênez-vous pas. Faites juste le refermer après. Ben oui. Donc, 2 choses importantes à retenir. Même lorsque le danger n'est pas réel, notre cerveau l'interprète comme tel et provoque alors un dérèglement biologique majeur et inutile. Et l'autre chose à retenir, la bonne chose, la chose positive, c'est que dès que nous entrevoyons une solution satisfaisante, le cerveau procède alors à une diminution du stress en commandant au système nerveux de se détendre. Donc, ça, c'est formidable. Alors, ça veut dire, ayant été proche aidante moi-même pour ma mère et maintenant proche aidante de mon père qui a aujourd'hui 100 ans, c'est quand même un phénomène. Alors, aujourd'hui, le 4 novembre, c'était son anniversaire aujourd'hui. Donc, j'œuvre beaucoup avec les proches aidants, les bénévoles, entre autres. Et j'ai quelques clients, clientes en psychothérapie, là, des proches aidantes, là, en virtuel, qui me consultent parce qu'ils n'en peuvent plus, sont au bout de leur rouleau. Alors, ça peut être un exemple d'une dame qui héberge chez elle ses beaux-parents, les deux. Un qui, je pense, souffre d'Alzheimer et puis l'autre Parkinson, je ne sais trop. Et elle est à bout elle-même, elle est plus jeune, puis elle est à bout elle-même et elle aimerait les placer, leur trouver un endroit approprié, qu'on prenne bien soin d'eux parce qu'elle est de moins en moins capable, mais son mari n'est pas d'accord parce que c'est ses parents à lui. Sauf qu'elle, elle est prise pour faire pas mal de boulot, mais en tout cas, donc ça est en train de, là elle est en surstress. Alors, moi, je suis là pour la coacher, pour l'amener à trouver une solution avec son mari pour se libérer de ça, parce que sinon, c'est elle qui va périr. Donc, bien sûr, c'est pas évident parce que le couple ne s'entend pas. Alors, moi, je lui propose de prendre 10 minutes par jour pour s'arrêter dans un endroit calme, tranquille, soit dans sa chambre ou dans la forêt, dans la nature, peu importe, un endroit où elle visualise que ses beaux-parents sont placés dans un endroit très bien pour eux et qu'elle retrouve son énergie, du temps pour elle, son espace, etc. Et bien sûr, il n'y a pas seulement visualiser, il y a ressentir. Alors, je l'invite à ressentir le dégagement, la détente, le soulagement et la liberté, finalement, au niveau des responsabilités, voyez-vous. Hein, je dis les épaules parce que les épaules, les problèmes d'épaules sont reliés à la surresponsabilité. Et ça lui permet
réduire le niveau de stress quotidiennement jusqu'à ce qu'elle trouve un terrain d'entente avec son conjoint. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelle que soit la situation difficile, tant qu'on n'arrive pas à concrétiser la solution, il n'y en a pas d'idéal, mais la meilleure pour soi, bien sûr, je pense que c'est important d'identifier des solutions puis de les nourrir, les entretenir, parce que le cerveau dit « Ah, OK, elle a trouvé sa solution, je peux déstresser. » C'est formidable, n'est-ce pas? Alors, autant l'être humain a tout ce qu'il faut pour parer au danger, au stress de survie, attaquer ou fuir l'ennemi, autant notre corps a tout ce qu'il faut pour nous mettre en état de stress lorsque c'est nécessaire, autant nous avons tout ce qu'il faut pour réduire le stress régulièrement et le gérer. Hein? On n'a pas seulement le côté négatif, on a aussi tout l'aspect positif. On a tout ce qu'il faut en nous. C'est formidable. Ça, c'est important de le savoir. Nous avons le pouvoir de s'auto-gérer au niveau émotionnel pour limiter le stress émotionnel. Questions, commentaires? Alors, ah oui, je pense que Martine veut parler. Allez-y, je vais ouvrir votre micro. OK. Ah bon, OK. Ben c'est ça. Bien souvent, tu sais, on peut être dans le stress, là, comme vous venez de nous le dire, puis on peut entrevoir des solutions. Mais entre deux, il faut prendre conscience de nous, entre le stress et la solution, parce que la solution, c'est pas automatique, ce n'est pas un coup de baguette magique. Puis, tu sais, le temps de trouver des places dans des foyers ou d'autres solutions pour d'autres situations. Fait que, oui, s'asseoir et prendre soin de nous. Bravo, Martine. Prendre conscience de l'importance qu'on peut avoir dans ça. Je ne veux pas me mettre sur un piédestal, ni personne, mais si on veut tenir debout, continuer, parce que les personnes qu'on aide, généralement, on les aime. Fait que si on veut tenir debout, il faut prendre soin de nous. Puis on n'avait pas vraiment appris ça, mais prendre soin de nous, ben ça permet de donner à l'autre. Vous l'avez dit tantôt. Hein? Tout à fait. Merci, Martine. On vient... Ouais. Non, allez-y. Ben c'est un petit bout que je trouve terriblement important. Vous nous apportez beaucoup de choses. Puis, tu sais, on peut y penser. Oui, c'est vrai. Tu sais, j'ai déjà vécu ça dans quelque chose, une situation moins importante, puis de voir une solution, oui, ça apaise. Oui. Hein? Voir une solution, ça apaise. Oui. Mais là, après ça, il faut prendre soin de nous, puis s'orienter vers la solution. Oui. J'aime vous entendre. Merci de votre partage, c'est très apprécié. Nous venons, en tout cas les personnes qui ont sensiblement mon âge, je suis dans la soixantaine, nous venons tout de même d'une génération et de plusieurs générations avant nous où on nous enseignait à s'oublier pour les autres, hein? Et si on ne le faisait pas, de se sentir coupable. Alors, comme j'en parle longuement dans la conférence « Aider l'autre sans se perdre », c'est sûr que la culpabilité, les conditionnements, les croyances que génère notre mental nous stoppent bien souvent dans l'écoute de nos besoins et d'en prendre soin, c'est certain. Comme je le mentionne durant cette conférence, à vouloir trop bien faire, on peut se retrouver dans le stress du sauveur, la détresse empathique, la résonance émotionnelle. Ce sont tous des pièges
pour la personne proche aidante, effectivement. Puis je vais revenir un petit peu, ben justement, oui, je vais revenir aussi à prendre soin de soi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Alors moi, je pense que pour prendre soin d'une personne en difficulté, hein, comme c'est votre mission, je pense, il importe de tenir compte de ses besoins, comme le disait Martine, d'identifier ses limites, de les nommer aux besoins à la personne qu'on aide, de les respecter, de les maintenir pour réduire le niveau de stress émotionnel que peut générer ce rôle. Il va sans dire qu'on ne peut pas éliminer complètement le stress de notre vie. Ce n'est pas là un objectif réaliste, surtout dans le monde actuel. Cela dit, si on se rapporte il y a à peine à 50 ans, les gens ne vivaient pas autant de stress. Les enfants n'avaient pas de troubles TDAH, c'est compliqué, là, etc. Ils n'étaient pas étiquetés. Les enfants jouaient dehors. Ils ne passaient pas leur temps devant des machines, pas des machines, mais tout ce qui est électronique, des gadgets électroniques qui jouaient dehors. La vie était plus saine, plus équilibrée. Ça ne dit pas qu'il n'y avait pas de troubles comportementaux dans la famille, mais en gros, les habitudes de vie étaient plus saines. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus difficile à gérer. Maintenant, pour ne pas laisser le stress nous envahir et affecter notre qualité de vie, il nous appartient en tant qu'adultes d'en réduire quotidiennement le niveau. Et je vous reviendrai tout à l'heure sur les solutions par rapport à ça. Donc, en tant que personne proche aidante, quelles sont vos sources de stress? Ça va me donner des exemples et je pourrais vous en parler, peut-être vous l'expliquer. Qu'est-ce qui vous stresse le plus en tant que proche aidant? Vas-y, Marielle. Vas-y. Moi, c'est que la personne que j'accompagne manque d'équilibre suite à un AVC, puis elle a une jambe plus courte que l'autre. Ça fait que ma grande source de stress avec elle, c'est qu'elle tombe. Puis elle aime beaucoup venir marcher avec moi, puis il faut toujours que je la tienne par le bras, puis il faut toujours que je surveille s'il y a des obstacles ou s'il y a des dénivellations. Ça me stresse. Qu'elle ait perdu la mémoire un peu, la difficulté de s'orienter dans l'espace, ça me stresse pas. Mais la perte d'équilibre, ça, c'est stressant. J'ai tout le temps peur de la trouver par terre. Parfait. Marielle, oui. Qu'est-ce qui vous inquiète si vous la retrouvez par terre? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'il arrive? Après se retrouver par terre, qu'est-ce que ça pourrait être qui vous inquiète? Moi, là, j'aimerais pas qu'elle se retrouve avec une fracture de la hanche ou autre. Parce que? Parce que là, c'est tout un changement de vie, c'est l'hospitalisation, c'est l'accompagnement à l'extérieur. C'est plus compliqué que l'accompagner à la maison, là. Tout à fait. De la voir souffrant, puis non, là, c'est... OK. Donc, ce que j'entends, puis c'est on ne peut plus normal, c'est que vous, ça va compliquer votre vie, ça va vous demander beaucoup plus. C'est ça? Oui, oui. Et c'est normal que ça vous inquiète parce que ça ne veut pas dire que vous êtes en mesure de donner plus et que ça vous tente de faire plus. Alors, voyez-vous, c'est intéressant. Donc, ce qui nous stresse a toujours une raison intelligente. Parce que si ça vous en demande plus, qu'est-ce que vous craignez qui vous arrive à vous? Ben, je suis pas une personne, j'ai déjà été très forte physiquement, mais j'ai fait 3 burn-out. Puis là, je sens que mes réserves sont limitées. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point je pourrais tenir dans l'accompagnement.
Voilà. Donc, vous craignez que ce soit vous qui vous retrouviez à dépérir. Oui. Bon. Et ça, c'est un stress de survie. Parce que là, ma vie, je veux dire, mon état de santé, mon physique ne peut plus suivre. C'est un stress de survie qui est on ne peut plus logique. Alors, voyez-vous le chemin à suivre pour trouver dans le fond, qu'est-ce que je veux pas qu'il arrive. Puis au début, quand vous avez dit j'ai peur qu'elle tombe, moi, je me doutais qu'on arriverait à ce que vous dites, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde de dire ah, mon Dieu, je pensais juste que j'avais peur qu'elle souffre. Mais c'est parce que j'ai peur pour moi, puis c'est correct d'avoir peur pour soi. Mm. Mm. Merci, Oui. Marielle. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Oui, Gaëtane? Gaëtane? Est-ce que vous voulez l'aider, Jenny? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. OK. Moi, j'ai un fils qui demeure à 8h30 de route de la Gaspésie. Et il y a des problèmes familiaux avec une ex-conjointe qui le harcèle, des choses comme ça. Puis quand il m'appelle, ben, je suis stressée parce que là, j'étais à 8h30. Je peux rien faire de proche, je peux pas le prendre dans mes bras, je peux pas... Fait que ça, là, ça me stresse beaucoup, 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 beaucoup parce que j'aimerais ça le prendre dans mes bras, mais tout ce que je peux faire, c'est l'écouter puis essayer de lui donner de ce que j'ai vécu, du vécu que j'ai ou quoi que ce soit pour essayer de le déstresser lui-même. Mais moi, par exemple, je suis en maudit, là. Donc, vous vous sentez en colère, Oui. impuissante. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? De la peine? De la peine, puis j'ai peur des fois qu'il fasse des gestes Oui. Oui. OK. Ça m'inquiète beaucoup parce que il y a un oncle que, par la souffrance, il s'est enlevé la vie. Puis il m'a dit, je comprends l'oncle en question, qu'il y avait mal, puis il y avait ci, puis il y avait ça. Il dit, moi, j'ai mal aussi, là. Mais je comprends. J'espère que tu ne te rendras pas là. Il me dit non. Mais ça nous inquiète toujours, là. C'est clair. Je pense même que vous pourriez vous permettre de lui dire, promets-moi que tu ne me feras jamais ça parce que je ne pourrai pas y survivre. Mm-hmm. Pour qu'il réalise, parce que je pense que les gens qui sont rendus à penser, ou en tout cas à se rendre à faire ça, tu sais, ça peut être un parent qui a 3 enfants puis qui fait ça, ça veut dire que, et moi, ma mère s'est enlevée la vie, donc je comprends un peu le processus. C'est des gens qui sont dans un tel état de détresse qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils en arrivent même à oublier qu'ils vont faire ça à leurs enfants. OK? Donc, c'est pas par malveillance, c'est que, tu sais, on pourrait dire, comment a-t-il pu faire ça à sa mère? Mais ils sont même plus rendus là. Donc, je pense que ça peut être intéressant un moment, puis pas lancer à la sauvette, là, dans un moment de calme où il est à l'écoute. Promets-moi de ne jamais me faire vivre ça, subir ça. Ouais. Pour qu'il réalise d'abord combien vous tenez à lui, même s'il s'en doute. Puis c'est pas quelque chose que je prône beaucoup de faire promettre quelque chose aux enfants. Vraiment, vraiment, c'est exceptionnel quand je dis ça. Ouais. Pour vous rassurer aussi. Oui. Pour qu'il y ait cet engagement-là. Oui. Okay? Donc, vous voyez que peur que l'autre s'enlève la vie, peur que l'autre souffre, peur que, c'est dans le fond un stress émotionnel parce qu'on a peur pour nos enfants. Bon, on est inquiet. S'il y avait une menace sérieuse de suicide, là, ça deviendrait un stress de survie parce que votre enfant vient de vous. S'il atteint à ses jours,
c'est le même stress de survie que si c'était vous. Oui. Ça va? Oui. Donc, moi, je pense que vous l'avez dit, ce que vous pouvez faire, c'est être à l'écoute. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et parfois, l'écoute, c'est simplement de ne pas chercher de solution, de ne pas chercher à remonter le moral, de ne pas minimiser ce que l'autre dit. C'est pas évident, là, pour une mère d'écouter sans rien dire. C'est OK, OK. Et simplement, je comprends. J'entends. OK, j'entends. Des fois, je comprends pas, mais j'entends. Je suis là, c'est correct. Parce que de dire à quelqu'un, ben non, faut pas que tu penses comme ça change rien. Il pense comme ça. Ça change rien. Des faux, puis tu devrais, ne donne rien. Je comprends, j'entends. OK, tu te sens comme ça. Ah oui, tu te sens comme ça. Juste faire du feedback. Déjà, que la personne puisse ventiler, déjà va réduire le niveau de stress. Maintenant, une mère a des limites. Ouais. Ce serait bien que les personnes aillent chercher une aide professionnelle compétente qui est dégagée émotivement, là, et puisse vraiment tout ventiler. Oui. Ça vous va, Gaëtane? Oui, moi, c'est surtout la distance qui nous sépare. 8h30 de route, c'est quand même loin. Je sais. C'est sûr que là, je te dirais 3 ans, 4 ans, je suis déjà partie avec l'auto, faire 8h30 de route, puis arriver à la maison, puis le prendre dans mes bras, là, mais c'est ça. Mais tu sais, là, c'est moi qui ai eu le stress tout le long sur la route, là. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh, je vous comprends tellement. Dites-vous une chose, le cœur n'a pas de distance, heureusement. Heureusement. Mais je vous comprends, vous avez toute ma compassion. Merci, Gaëtane. Est-ce que quelqu'une d'autre veut partager? Donc, voyez-vous, le stress émotionnel, bon, pour un proche aidant, peut être en lien avec le fait que je crains pour l'aider. Et quand je crains pour l'aider, c'est d'identifier qu'il y a aussi une crainte pour moi. Donc, je ne peux pas changer l'état de l'aider. Je ne peux peut-être pas améliorer sa condition physique, mentale ou autre, parce que je n'ai pas de baguette magique. Donc, c'est de prendre conscience, qu'est-ce qui, au bout du compte, m'inquiète pour moi. Et là, par contre, j'ai le pouvoir de prendre soin de moi. Qu'est-ce que vous en dites? Prendre soin de soi, il y a plusieurs façons. C'est sûr qu'on peut prendre soin de soi parce qu'on peut s'organiser pour avoir des meilleures nuits de sommeil, des repas équilibrés, faire de l'exercice, aller prendre de l'air, prendre un bain chaud, ce que vous voulez. Maintenant, à un niveau plus subtil, prendre soin de soi au niveau émotionnel, parce qu'on parle du stress émotionnel, ça tient plutôt de l'ordre des besoins fondamentaux de l'être humain. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, je vous avais parlé de toutes les peurs que peut générer le stress. Puis je vous ai dit toutes ces peurs-là, que ce soit peur de déplaire, de ne pas être considérée, de ne pas être entendue, de se sentir impuissante, limitée. Toutes ces peurs-là étaient en lien avec les 7 besoins fondamentaux dont je parle dans le livre Besoin d'amour. Parce que parmi les 7 besoins fondamentaux, il y a l'amour. Il y a aussi le besoin de sécurité au niveau affectif, besoin d'écoute, de reconnaissance, d'affirmation, liberté et créativité. Et on pourrait faire une conférence entière juste sur ces besoins-là. Il y a tellement à en dire sur l'importance et les impacts à tout point de vue et comment les combler maintenant en tant qu'adulte. Cela dit, si vraiment le thème vous intéresse, alors vous pourrez m'en faire part et je pourrai vous poster un exemplaire du livre. Et je vous en parle de façon très détachée parce qu'on sait qu'au Québec, les auteurs font pas fortune avec leurs livres. C'est pas une question de sous. C'est une question de partager l'information parce que c'est majeur pour atteindre un certain équilibre mental, émotionnel et relationnel. Voilà. Tout de même,
je vous dirais que les 7 besoins fondamentaux sont aussi importants l'un que l'autre. Quand on dit fondamentaux, c'est parce qu'ils sont le fondement. C'est ce qui fait la fondation de ma solidité, mon estime de soi, ma confiance en moi, ce qui est absolument prioritaire dans la vie. Alors, je parle d'amour dans le sens de considération, de respect, sécurité, se sentir en sécurité à tout niveau, donc pas menacé physiquement, mentalement, émotivement, psychologiquement. Le besoin d'écoute, être entendu, compris, reçu, accueilli et cru et consolé peut-être. Le besoin de reconnaissance, de se connaître qui nous sommes réellement, le meilleur de soi, nos forces, nos talents, nos qualités innées, pour arriver à se reconnaître soi-même, donc s'apprécier, s'aimer, s'accueillir tel qu'on est. Donc, reconnaître le meilleur de soi tout en assumant nos parties nos faiblesses, nos parties plus vulnérables. Le besoin d'affirmation, un atelier que je donne assez régulièrement auprès des proches aidants aussi, oser identifier ses limites, les nommer, les respecter. Le besoin de liberté, c'est la liberté d'être. Alors, c'est l'envers de la culpabilité, oser être qui nous sommes réellement. Ça aussi, c'est un atelier que j'anime fréquemment, mais pour tous les êtres humains, là, oser être soi, très allégeant. Puis, la créativité. Hein? Quand vous faites... Oui. Jacinthe, si tu me permets, Oui. En janvier, d'ailleurs, c'est cet atelier-là qui va être offert. Lequel? Oser être soi. Ah, oui! Ouais, Oh, oui, c'est vrai. Je ne l'avais pas sous les yeux. Très heureux. Ouais, donc, oui. Ça va être intéressant. Les personnes qui voudront s'inscrire pour janvier, vous pourrez me faire un petit rappel par courriel, puis je vous mettrai sur la liste pour janvier, d'accord? Merci, Jacinthe. Merci, Jenny, bien sûr. Et le septième besoin, même s'ils sont tous importants, c'est la créativité. Et là, on sait que la créativité, ça peut être thérapeutique, hein? L'art-thérapie. Bon, moi, quand j'anime des ateliers, que ce soit visualisation créatrice, écriture spontanée, ce sont des ateliers d'art-thérapie. Et peut-être que vous en avez au centre. C'est-à-dire que la créativité me permet d'exprimer, sortir la pression à l'extérieur, exprimer ce qui est pris là. Alors, et ça peut être très ludique et c'est formidable. Moi, quand j'anime ces ateliers-là, ou moi-même, j'ai un atelier chez moi, un atelier créatif. Quand je fais ça durant 2-3 heures, après, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de tension, on est détendu, on est réénergisé, c'est formidable. Donc, la créativité fait partie des solutions pour réduire le niveau de stress. Alors, que ce soit faire du collage, du dessin, de la peinture, d'écrire des chansons ou d'écrire sa vie ou des poèmes, que ce soit coudre des vêtements, que ce soit cuisiner de nouvelles recettes, de fabriquer un meuble, des bijoux, quoi que ce soit. Du moment que, pendant que vous faites ça, vous êtes totalement présente à ce que vous faites, c'est sûr que ça réduit le niveau de stress automatiquement. Donc, voilà une suggestion, une solution, un outil déjà. Questions, commentaires? Maintenant, il y a des études qui ont démontré que la pratique d'exercices favorisant la détente, tels que tout ce qui est respiration consciente, méditation, tai chi, yoga, qigong, entraîne une modification importante de certaines zones du cerveau reliées aux émotions et au calme. Ah, moi, c'est le qigong, j'adore, et ça prend 20 minutes, et après, puisque je le fais en étant concentrée sur ce que je ressens physiquement, durant ce temps-là, je ne suis pas dans mon mental.
Donc, je ne suis pas dans les pensées anxiogènes qui créent des émotions anxiogènes. Vous me suivez? Donc, tout ce qui est physique, mais ça peut être la marche, une marche rapide, mais est-ce que pendant que je marche durant 1 heure, je pense durant 1 heure à mes problèmes? Ça n'a pas donné le même effet. Ça demande d'être présent à ce qu'on fait. Donc, tout ce qui est physique, tout ce qui me ramène à mon corps, hein, se faire masser, comme je dis, faire un exercice qui me détend, qui me fait du bien, des étirements, tout ce qui me ramène à mon corps me déconnecte du mental et des émotions qui peuvent générer du stress. Donc, la créativité, tout ce qui est physique. La zoothérapie, c'est excellent. Rire, bâiller, pleurer. Pourquoi ça fait du bien? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'humoristes un peu partout dans le Québec et dans le monde? Parce que les gens ne rient plus assez. Donc, il y a des études qui ont démontré effectivement qu'on riait plus suffisamment. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand vous riez durant 1 heure, vous êtes très détendu après. Pourquoi? Parce que toute la pression au niveau du plexus solaire qui est accumulée, centre des émotions, hein, c'est souvent là l'angoisse, ben, quand on rit, quand on pleure, quand on bâille, on se retrouve à prendre de grandes inspirations qui dénouent le blocage ici. C'est pour ça qu'après, on dit « Oh mon Dieu, je me sens bien ». Alors, quand je vous disais tantôt qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour réduire le niveau de stress, utilisons-les, ces outils-là. Questions, commentaires là-dessus? Quand on fait du yoga ou autre chose, on respire pleinement quand on fait une détente, une visualisation. On respire. Tout ce qui favorise une respiration pleine et une expiration complète fait que l'énergie se remet à circuler librement dans le corps et dénoue les nœuds de tension au niveau émotionnel et physique. On a tout en nous. Utilisons ces outils. Questions, commentaires? Alors, comme je le mentionne dans le livre « Besoin d'amour », prendre soin de soi au niveau affectif, c'est développer une attitude et une habitude de tendresse, de réconfort, d'amour, de bienveillance envers soi, en prenant soin de combler les besoins fondamentaux. Combler soi-même notre besoin d'amour et de considération, de sécurité, de reconnaissance, être à l'écoute de soi, se libérer de la culpabilité, oser être soi. Je pensais à quelque chose pendant que je vous disais ça, ça va peut-être me revenir. J'ai plein d'informations à vous partager. Disons que dans le livre, justement, dans le livre « Besoin d'amour », dans le dernier chapitre, le chapitre des solutions, parce que dans le livre, c'est assez romancé, on suit le parcours de 9 personnes de l'enfance à l'âge adulte qui ont vécu des choses difficiles. Et dans le dernier chapitre, ils trouvent leur solution pour émerger de leur souffrance et enfin s'épanouir, s'accomplir. Donc, je voulais pouvoir écrire une image, parce que quand je vous en parle, là, ça va, mais pour la mettre sur papier. Et l'intuition que j'ai eue, c'est, imaginons que nous venons tous au monde avec 2 commodes contenant X nombre de tiroirs. Ça, c'est pas important le nombre, mais il y a plusieurs tiroirs dans les commodes. Il y a la commode des peurs et la commode du cœur. Alors, les tiroirs de la commode des peurs contiennent toutes les réactions suite à la peur. Ça peut être de dénigrer, de fuir, de manipuler, de mentir, de tricher, de se dénigrer soi-même, de culpabiliser, de se culpabiliser. En fait,
tous les aspects humains auxquels nous avons tous accès, mais que nous utilisons chacun à sa façon. OK? On a peur, on réagit. C'est correct, c'est normal. Maintenant, on a aussi accès à toutes les commodes du cœur. Puis entre les deux, il y a juste un petit voile. Donc, on peut passer de là à là en une demi-seconde. Et dans la commode du cœur, il y a, et là, je vous invite à fermer les yeux si vous voulez bien, pour recevoir, pour intégrer cette information. Dans la commode du cœur, il y a ce que vous êtes réellement, pas ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous ressentez, ce que vous avez, pas vos comportements, vos peurs, vos réactions, votre personnalité, votre tempérament, rien de ça. Il y a ce que vous êtes, le verbe être, c'est-à-dire votre source, votre âme, votre essence, votre coffre au trésor intérieur. Et dans ce coffre, vous réalisez que vous êtes une personne aimante, aimable, respectable, sereine, rayonnante, confiante, paisible, puissante, noble, honorable, sage, lumineuse, appréciable, authentique, bienveillante, sensible, compatissante, courageuse, créative, fiable, intuitive, enthousiaste, intègre, inspirée, heureuse, épanouie, équilibrée, illimitée, précieuse, unique, incomparable, libre, parfaite et plus encore. Ce que vous êtes. Ce que vous êtes est là en permanence depuis le moment de votre incarnation dans l'embryon. Vous accompagne tout au long de votre vie. Et semble-t-il, lorsque tout ça sortira du corps, continuera à briller en quelque part dans l'univers. Et c'est dans ce coffre à outils que vous avez également tout, dans ce coffre au trésor, que vous avez tout ce qu'il faut pour mener une vie saine, heureuse, équilibrée et agréable, malgré ce qu'il se passe autour de vous. Donc, en tant que proche aidant, proche aidante, plus vous vous contactez à cet espace en vous magnifique et merveilleux, plus vous dégagez une énergie de calme, de confiance, de sérénité qui ne peut qu'aider la personne vulnérable qui est près de vous. C'est ainsi que vous devenez une meilleure aidante. C'est ainsi que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Puis avant d'ouvrir les yeux, je vous invite à inspirer, vous étirer et bâiller en faisant des sons. Oh! Est-ce que quelqu'un parmi vous aimerait partager ce qu'elle a vécu ou ressenti dans cette expérience? Oui, Gaëtane. On a pensé juste à nous pendant tout ce temps-là. Pardon?
Puis on a pensé juste à nous-mêmes pendant Et tout ce temps-là. qui ça, on? Vous parlez en vous? Oui, Ah, donc j'ai on s'est pensé. concentré J'ai, sur nous-mêmes. j'ai parlé en je, Gaëtane, parce que Je vous me ne suis savez pas pour les... je me suis concentrée juste sur moi-même. Oui, et comment vous sentez-vous? Pas mal mieux. Oui, bravo, merci. Oui, c'est important de parler en je parce qu'on ne peut pas parler au nom des autres. Bravo, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager? Ben, on Je, sait, je, je sais, ouais, que je peux être bienveillante pour moi, comme je certaine, veux l'être, comme je veux l'être pour les autres. Je peux et je dois l'être pour moi. absolument. Mm. Et contrairement au concept judéo-chrétien, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilisation. La bienveillance, on l'a en nous. Alors oui, on s'en sert pour les autres, mais c'est aussi là pour soi. Et quoi de mieux en tant qu'aidante de penser à soi d'abord? Oui. Tout Puis à fait. accueillir, c'est donner. Oui, Je pense que c'est dans le même mouvement. oui, c'est Parce que vrai. des Hein? fois, quelqu'un nous dit quelque chose, puis oh, hein? Quelqu'un Oui, peut nous dire quelque chose de bien, là, puis, tu sais, on est tellement pris dans tout, là. Ouf, ouais. Tu sais, mais accueillir ce que l'autre prend la peine de nous dire, de oui, bon, de bienveillant envers nous, oui, ben, accueillir, c'est donner. oui, C'est vous comme avez une raison. reconnaissance en même temps, remercier. Hein? C'est Il y a une exactement reconnaissance. ça. Ouais. Tout à fait. Puis je vous disais que ça faisait partie des 7 besoins fondamentaux de l'être humain, la reconnaissance. Le problème est que on passe, je dis on, nous, dans le sens de je, moi, nous passons notre vie à plaire, à performer, à produire, à donner dans l'espoir d'avoir cette reconnaissance-là. Et c'est ça qui fait que maintenant on s'épuise au lieu de se connaître et se reconnaître soi-même. Puis d'être soi-même. Bien sûr. Ouais. Merci. Quelqu'un d'autre? Élise? Oui, Vous m'entendez? Oui? oui, Bon, moi, je trouve que ça, tout ce que vous avez dit depuis le début, ça touche vraiment la vie de chaque jour. Et puis, moi, je suis portée, par exemple, à apporter des solutions et tout ça, mais à un moment donné, là, j'ai eu une sœur qui me se confie beaucoup. Elle n'habite pas ici, n'habite pas avec moi, n'habite pas, elle habite assez loin, mais on se parle au téléphone à tous les 2 ou 3 jours. Et puis, elle me raconte, elle a beaucoup de souffrance, elle a perdu la vision, etc. Et des fois, je suis portée à lui donner des solutions, des petites solutions. Puis elle me ramène à la réalité. Elle dit, ça ne te regarde pas. C'est vrai, je réalise ça en vous écoutant. Alors, il y a des moments où est-ce qu'il vaut mieux se taire et puis, justement, se retrouver soi-même, se retrouver soi-même. Et ça, j'ai commencé à faire ça, puis je trouve ça très éclairant, tout ce que vous nous avez redonné aujourd'hui. ben merci de ce partage, Élise. Ce que j'explique dans les ateliers sur l'affirmation, mais je peux quand même vous le partager là, en résumé, c'est qu'il y a différents types d'écoute. Hein. Il y a l'écoute neutre, c'est-à-dire j'entends sans intérêt. Il y a aussi l'écoute active, c'est que si je démontre un intérêt, je dis oui, j'entends, même si je ne comprends pas toujours, je peux dire oui, j'entends, oui, oui, simplement écouter, mais activement. Et
faire de la reformulation, ce qu'on appelle le feedback. OK, si j'entends bien, tu dis que tu es tanné de vivre. Si j'entends bien, tu dis que tu portes beaucoup de colère. Si j'ai bien compris, tu dis que, tu sais, on reformule. Des fois, la personne, elle réalise que c'est un petit peu gros ce qu'elle a dit, puis que, ouais, elle va relativiser un peu. Ça peut être intéressant, mais ça montre votre intérêt. Ça vous permet de bien, si j'ai bien compris telle chose. Et l'écoute interactive serait plutôt tout ça, avec bien sûr de la compassion, pas de jugement, etc. Et en plus, vérifier auprès de la personne, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu aimerais qu'on regarde ensemble des solutions, des trucs, etc., des conseils? On vérifie après que la personne ait parlé. Puis là, ça nous permet, ça dit non, non, pas du tout, parfait. Si elle dit oui, ben là, on y va. Mais c'est à vérifier, effectivement. Des fois, les gens ont juste besoin de ventiler, particulièrement les femmes. Tandis que les hommes, eux autres, ils n'aiment pas jaser longtemps de quelque chose, ils veulent une solution, généralement. La femme a plus besoin de ventiler. C'est souvent ce qui fait un petit peu la difficulté de communication dans le couple. Maintenant qu'on sait ça, on peut en prendre compte, qu'on le sait, on peut en tenir compte. Ça répond, Élise? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, Martine? Oui, bien, Élise a dit, c'est chaque jour. Elle a dit, c'est la vie de chaque jour, ça. Puis, je trouve que les 7 besoins fondamentaux, il faudrait, me dire, se garder proche d'eux chaque jour. Oui. Chaque jour. Donc, tu sais, on a tendance à oublier, puis dire, OK, bon, je l'ai fait hier, oui. je n'ai pas le temps aujourd'hui. Prendre conscience des besoins fondamentaux, puis regarder qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui, m'aider avec un de ces besoins-là. Hein? Oui. Chaque jour, je trouve que c'est important. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est une pratique, hein? C'est pas un devoir, c'est pas du travail sur soi, c'est prendre soin de soi, mais ça demande une pratique. Moi, quand j'ai découvert l'importance de ces besoins-là, il y a une trentaine d'années, ça a changé ma vie. Et là, je me suis mise à combler ces besoins-là par moi-même et ça m'amène complètement ailleurs aujourd'hui. C'est extraordinaire, c'est précieux. Besoin en fait, mon Dieu, comme je vous dis, je pourrais vous en parler durant 1h30. Là, je vois le temps qui passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Jenny? Ah ben écoute, moi je suis vraiment, j'ai adoré ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Puis j'aimerais bien sûr en apprendre plus sur les 7 besoins. J'ai trouvé ça aussi, oui, très intéressant. Merci beaucoup, Jacinthe. Ça me fait grand plaisir, ça me fait grand plaisir. Comme je vous dis, si vous avez envie de découvrir comment prendre soin de vous, lire des histoires de personnes qui ont surmonté de grandes épreuves grâce à ça, il me fera plaisir de vous envoyer des livres par la poste. Comme je vous dis, le fait de façon détachée, c'est que j'ai jamais 1h30 de plus pour en parler. Vous aurez toute l'information. S'il y en a plusieurs qui en veulent, peut-être qu'à ce moment-là, je les enverrai tous ensemble à Jenny, puis vous allez sauver des frais de poste. En tout cas, ça me fera grand plaisir. Merci pour ces précieuses informations, vraiment. Merci beaucoup. Merci, mesdames, ou peut-être messieurs. Je ne vois pas tous les visages. C'était un plaisir d'être en Gaspésie avec vous quelques minutes. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.